Territoire pilote de sobriété foncière est un programme lancé en 2020 par l'État qui vise à soutenir les collectivités locales à concilier le développement des territoires et la sobriété foncière. Depuis plus de 3 ans, les 7 territoires lauréats de ce programme ont mené des projets expérimentaux pour faciliter la mise en œuvre du ZAN et déployer des démonstrateurs de la ville sobre, résiliente, inclusive. Le programme a permis à chaque territoire de porter un nouveau regard sur le foncier existant et d'envisager les espaces délaissés, devenus invisibles, comme un gisement foncier potentiel. Au fil des mois, soutenues par une démarche collective, les équipes organisées en mode projet ont élaboré des outils concrets capables de rendre opérationnelle l'activation de ces sites. À l'heure du bilan, la démonstration est faite que le foncier invisible est une chance à saisir pour imaginer un aménagement sur mesure des territoires. Le 27 mars dernier, les territoires lauréats se sont réunis autour de la rencontre acteurs-chercheurs organisée par le PUCA et intitulée « Sobriété foncière, redirection urbaine, inverser le regard pour ménager le territoire ». Citizen Vox est allé à la rencontre d'élus engagés pour la sobriété foncière. Monsieur Linares, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Frontignan, vice-président de 7 Agglopole Méditerranée. C'est cela. C'est un territoire de 14 communes, 126 000 habitants, avec une magnifique ville de Sète, la ville-centre d'environ 45 000 habitants. Ce territoire a connu une forte dynamique démographique ces dernières années et donc une pression foncière. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots les grands enjeux de votre territoire ? À quoi doit faire face votre territoire dans les prochaines années ? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre ? Quel est le besoin ? C'est un territoire en effet qui est très attractif, de par sa qualité paysagère, ses cultures, son patrimoine, la douceur de vivre. Mais c'est un territoire qui a une histoire moderne assez tumultueuse, puisque c'est un territoire qui a été très riche au cours du XXe siècle, notamment sur son activité industrielle, avec des raffineries de pétrole, des cimenteries, un territoire qui était très riche et qui a connu une grave crise industrielle en fait à la fin des années 70-80. Et c'est un territoire qui est en transition finalement et qui symbolise assez le modèle de développement actuel et à venir, basé sur une économie décarbonée. Ce territoire, il doit penser justement un peu ses plaies liées à ce passé industriel, mais également à cet aménagement un peu anarchique qui s'est fait dans les années 60, 70, 80, lié à cette dynamisation avec un besoin d'accueillir des populations pour travailler sur le tissu industriel. Et l'enjeu, c'est de arriver en effet à transformer ce territoire, à penser les cicatrices industrielles, recomposer le territoire sur lui-même par rapport à son développement anarchique, tout en répondant aux enjeux de pression foncière, donc du coup de coûts fonciers importants pour les jeunes notamment et les actifs qui habitent sur le territoire, et en même temps de répondre aux enjeux d'évolution climatique, d'évolution du trait de côte, qui va s'associer à l'évolution réglementaire plutôt vertueuse, liée aux ZAN par exemple, de devoir économiser des espaces naturels et agricoles. Ce territoire était déjà ancré dans cette démarche vis-à-vis de ces événements historiques dont je viens de vous parler, et un SCOT qui était très ambitieux dès 2014, avec des trames vertes et bleues très importantes, liées à la présence des pêcheurs, des conchyliculteurs, qui vivent ce territoire et qui voulaient le protéger. Et ça, c'est cette alchimie qu'il va falloir en fait inscrire dans le temps, avec une démarche ambitieuse pour travailler sur la recomposition spatiale. Alors donc vous êtes engagé dans la démarche territoire pilote de sobriété foncière. Qu'est-ce que vous en attendiez ? Déjà, un partage en fait d'expérience avec les autres territoires. Ça a été très précieux. Également la possibilité pour notre territoire, à travers cette démarche, justement de poser les enjeux d'aujourd'hui et de demain sur la sobriété foncière, sur les nouveaux modèles d'aménagement à imaginer, à mettre en place, à réaliser, de pouvoir aussi lister les contraintes, faire état des demandes des collègues élus pour nourrir ce dialogue avec l'État, avec les décideurs, afin de trouver des points de convergence. Je dirais que ce point-là, pour moi, est essentiel. Et puis après, sur la partie opérationnelle, c'était justement de pouvoir rendre
qu'on crée finalement la démarche de reconversion de nos friches industrielles. Et du coup, sur 2 sites au moins, cette démarche nous a permis de commencer à concrétiser des scénarios préopérationnels de reconversion. Et ça nous a fait gagner un temps fou, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu l'un des sites? Alors, je peux en décrire même 2 parce qu'ils sont finalement assez proches l'un de l'autre. Il y en a un qui est sur l'entrée de Sète et l'autre qui est sur le territoire de Frontignan. Les 2 ont une différence, c'est que celui de Frontignan, c'est un ancien site qui n'est plus utilisé économiquement. C'est toujours en partie propriété de Lafarge. L'autre est en entrée de Sète, c'est Timacagro. Il est encore exploité par l'entrepreneur. Les 2, en tout cas, présentent un enjeu en fait de reconversion, notamment sur la question économique, mais également d'ouverture aux habitants. C'est le cas de Lafarge où on ne va pas utiliser tout le site pour la reconversion économique. On va en utiliser une partie aussi pour renouer finalement le lieu avec ses habitants. Ça a été longtemps en fait une frontière entre les habitants et les espaces naturels, cette zone de Lafarge. Là, l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir. Les gens puissent venir profiter de la qualité paysagère et sur une autre partie du site, de faire une reconversion économique. Celui de Sète, c'est 14 hectares, en partie exploité, mais qui n'accueille que 40 personnes qui travaillent à temps plein dessus. Donc, l'idée, c'est de travailler avec l'entrepreneur pour relocaliser une partie de l'activité, puisqu'ils l'ont vachement réduite, qui correspondent aux besoins qu'ils ont, qui représentent un tiers, à peu près, des surfaces. Et les deux autres tiers, de pouvoir les reconvertir pour en faire un nouveau lieu d'activité économique en entrée de ville, proche de la gare, en bordure de la lagune de Thau, donc avec une démarche qualitative très prononcée. Et sur les 2 sites, finalement, l'autre point commun, c'est aussi la question de l'application réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces démarches, nous sommes face à une nécessité de faire différemment. Et pourtant, on doit faire différemment avec les règles telles qu'elles sont aujourd'hui ou qu'elles étaient hier. Et là, c'est dans le dialogue avec les services de l'État, ces échanges sont précieux parce que on se dit collectivement qu'il faut que nous adaptions aussi ces règles-là parce que sinon on pourra pas reconvertir ce type de friche. Pour être très concret, oui, voilà, il y a la loi littorale par exemple, ouais. où le site Lafarge est en déconnexion de l'urbanisation existante, en rupture de l'urbanisation existante, et donc théoriquement on ne pourrait pas réaménager. Donc là on est en train de voir, et notamment nous, le fait que Frontignan rentre dans une démarche de recomposition spatiale liée au trait de côte, peut-être qu'on aura des ouvertures. Et puis l'autre exemple très concret, c'est que nous sommes sur le site de Timacagro, sur une zone rouge PPRI, donc risque de submersion marine. Mais sauf que on est sur la bordure de l'étang de Thau, au nord de la ville de Sète, donc pas en zone littorale directement reliée à la mer. Et finalement, on applique la règle de la même façon si on est sur la zone littorale directement reliée à la mer que le site de Timacagro. Et là, on se dit, il faut faire un travail de dentelle et se dire que on peut pas avoir l'application de la même façon parce que les enjeux sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes. Et ça, on commence à avoir une écoute aussi des services de l'État pour se dire, si on veut répondre à tous les enjeux, de recomposer le territoire, de réutiliser les friches pour atteindre les objectifs ZAN, donc d'être dans une démarche de sobriété, il faut peut-être aussi qu'on assouplisse ou qu'on adapte les règles à la réalité de terrain. Et ce travail-là, il est très intéressant et il est important. D'accord, donc vous utilisez en tout cas l'opportunité de travailler sur la sobriété foncière sur les friches pour aller sur de l'adaptation réglementaire plus que sur de l'opérationnel. Là, en termes opérationnels, vous en êtes où Pour que l'opérationnel soit réalisable, il faudra qu'on fasse évoluer la réglementation. Parce qu'en fait, la loi PPRI, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, la réglementation, pardon. Elle dit qu'on ne peut pas augmenter le risque à la source. Et sur ces 14 hectares, qui sont déjà aménagés, il y a 40 personnes. Donc si on applique en fait la réglementation, on ne peut pas accueillir plus de 40 personnes sur site, alors qu'il y a 14 hectares déjà bâtis. Et là on se dit il y a un problème. Cette démarche-là nous a permis justement la démarche TPSF nous a permis d'avoir tout le monde autour de la table et de pouvoir pointer du doigt par moments certains paradoxes qui font que si on veut être dans une démarche vertueuse, il faut qu'on fasse preuve d'intelligence collective et que ces nuances-là, on arrive à les faire évoluer. Par rapport au diagnostic que vous avez fait sur ces friches, quels usages vous envisagez derrière? Sur ces 2, puisqu'il y a aussi des enjeux de dépollution, peut-être fortes pour Timacagro, on ne les connaît pas encore, mais qui étaient importantes pour Lafarge,
Dans les deux cas, nous sommes partis sur une utilisation à l'identique, donc pour de l'activité économique ou industrielle. C'est compliqué sur des sites industrialisés, pollués, d'atteindre un niveau de dépollution qui permette, par exemple, d'avoir de l'habitat. Mais au regard aussi de la situation par rapport à la réglementation liée au risque de submersion, par rapport au PPRI, mettre de l'habitat, on sait qu'on pourra pas. Voilà. Avoir une activité économique, ça c'est un équilibre qu'on pourrait trouver avec les services de l'État. Malgré la situation inondation. Oui. Ouais. Donc c'est ce qu'on va essayer de rendre possible. Oui. Et donc, est-ce que dans quelle mesure du coup vous travaillez avec l'État sur notamment sa politique de réindustrialisation avec, je pense, sites clés en main, etc., qui sont des dispositifs qu'ils développent. Est-ce que vous arrivez à faire matcher, si j'ose dire, les enjeux territoriaux là de requalification de la friche plutôt sur une dimension industrielle et la politique nationale actuelle? Alors, déjà, on a poursuivi la démarche amorcée avec TPSF en mandatant le groupement qui nous avait accompagnés dans les analyses et le travail pour travailler sur des scénarios préopérationnels. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on a essayé de mobiliser des fonds verts pour travailler sur les questions de dépollution. Et troisième sujet, on s'inscrit dans la démarche, alors j'ai oublié le terme, mais territoire d'industrie écologique, je crois, ou je sais plus. Industrie verte, enfin c'est lié à la loi. Oui, un tout, mais on a répondu a priori. Alors ça, c'est mon collègue élu qui le suit et on a les services et avec le collègue on a travaillé ensemble. Mais on s'est positionné en tout cas sur un appel à projet pour travailler sur la question de la réindustrialisation en fait, voilà, et de la transformation. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec les services de l'État. Le nombre d'hectares que vous avez est quand même assez conséquent. Il est sur plusieurs territoires, plusieurs sites et plusieurs communes. Oui. Donc, c'est rare, en fait, d'avoir, je pense, autant de friches à requalifier. On n'est pas dans, quand on parle de la sobriété foncière, on n'est pas dans quelque chose de ponctuel, d'un recyclage d'un foncier ponctuel dans une ville qui finalement va pas avoir un impact. Là, clairement, dans votre cas, on est dans un impact global à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que ça retravaille finalement le projet de territoire. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça sur les politiques territoriales, du coup, que ça permet de mettre en place? Je pense à l'économie verte et bleue, etc., que vous développez. Comment ce genre de foncier, s'intéresser à la requalification de ce foncier à l'échelle d'un territoire, ça permet de travailler tout le projet de territoire? Ces deux sites, en effet, c'est la possibilité de permettre de témoigner auprès des collègues élus des autres communes que des choses sont possibles. Puisqu'on a en effet, alors Frontignan sur un autre site qu'on appelle ExxonMobil, 11 hectares, en cœur de ville, 300 mètres de la plage. C'est unique dans la région. Là, le travail avait été du coup commencé depuis un petit moment par la ville. La ville avait obligé l'industriel à dépolluer les sols parce que le niveau de dépollution n'était pas celui qui avait été annoncé. Le plan de gestion a été totalement revu. Ça a duré longtemps, c'est 20 ans de travail en gros. Et là, la phase de dépollution finale est en train de s'opérer. C'est un site qui sera disponible en 2026. Donc nous avons les deux sites que nous avons déjà cités. Nous avons aussi le site de Ballaruc-les-Bains, en entrée de ville aussi, ancien terrain Total. Et puis d'anciennes carrières aussi, où là on aurait d'autres dispositifs à développer, notamment peut-être sur la renaturation, la production aussi d'énergie. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, vous avez raison de dire que tout cela converge finalement vers une démarche qui nous amène à se re-questionner sur le projet de territoire. Et si on y ajoute les enjeux liés au recul du trait de côte et la démarche de partenariat que nous avons signé avec l'État, la Banque du Territoire et la région sur un projet partenarial d'aménagement, donc ZAN, reconversion des friches, recomposition spatiale liée au trait de côte, tout ça, ça nous oblige à repenser un projet de territoire. Mais c'est le travail finalement qui est en cours. Et il y a une fenêtre en plus qui s'ouvre, qui est la révision du SRADET pour intégrer le ZAN. Et derrière, en cascade, les révisions des PLU. Et là, on a une fenêtre de tir unique pour arriver à tout faire converger. Donc là, c'est le travail qu'on est en train de réaliser avec les services. Et c'est un peu complexe parce que... Challenge, oui. Pardon? Challenge. Oui, challenge. Parce que en plus, on touche plein de sujets. Donc ça demande un travail avec d'autres collègues élus, avec les maires. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe du coup? Alors, on avance pas à pas.
En tout cas, la feuille de route, moi, que j'ai demandé au service et avec les 2-3 collègues élus concernés par le sujet, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive vraiment en acte 1 à travailler sur la coordination justement du territoire entre les élus pour tracer ce chemin commun. Ça me semble essentiel. Il faut qu'on soit d'accord sur les constats. Il y aura de l'incompréhension, il y aura des contradictions et il faut qu'on se donne les moyens justement de les exprimer et de pouvoir dialoguer pour initier ça. En même temps, en parallèle, il faut qu'on muscle, nous, notre service et les moyens liés au service aménagement de l'agglomération, puisque notre agglomération a fusionné en 2017. Avant cela, c'est un syndicat mixte qui est chargé du SCOT, le syndicat mixte existe toujours. C'est lui encore qui gère le SCOT, parce qu'on avait lancé une révision. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à faire correspondre ce calendrier, c'est-à-dire qu'on finit la révision du SCOT, on l'intègre au service de l'agglomération, on conforte le service, on devient un service beaucoup plus prospectif, parce qu'avant, on était finalement très opérationnel, on répondait aux demandes des autres services. Donc là, on est en train de changer de braquet, et en même temps, on dialogue avec le PF pour travailler sur une notion d'observatoire territorial. Et parce que les enjeux liés à ce projet de territoire dépendent aussi des relations avec les autres territoires, sur l'accès au logement, sur le développement économique, sur les mobilités, sur le littoral. Nous venons de signer en fait des conventions avec la métropole de Montpellier d'un côté, l'agglomération d'Agde de l'autre côté, sur un ensemble de sujets dont l'aménagement du territoire et le développement économique et les mobilités, une convention de partenariat pour réfléchir ensemble. Donc là, on a 6 ans. Le New Deal territorial, c'est ça? Alors, moi, il y a une notion qui m'avait fait. Oui, voilà. Oui, mais je crois que c'est plus la région, en fait. Je crois que c'est Carole Delga au niveau de la région qui avait employé cette expression très bien. Par rapport à une démarche qui était nationale ou même européenne. Et la région joue un rôle aussi majeur sur la question par le SRADET, par la question du littoral avec un dispositif, nous, sur la région Occitanie, qui s'appelle le plan Littoral 21. Vraiment, la région et Carole Delga fait un travail remarquable sur le lien entre territoires et le dialogue territorial nécessaire pour affronter ces enjeux. Et comment, après, collectivement, je le disais ce matin sur une des tables rondes, on arrive aussi à rendre un peu plus romantique et donner de l'ambition à ces sujets-là, parce qu'on les aborde essentiellement jusqu'à présent que comme des contraintes. Et ça, on doit... Et une perte de marge de manœuvre, de pouvoir pour les élus. Exactement. Alors moi déjà, par exemple, sur les services, sur une question d'organisation, j'ai dit, écoutez, arrêtez d'embêter les maires sur la question du PLUI, par exemple. C'est pas pour moi le sujet. Il faut par contre, on ait un dialogue, qu'on coordonne nos actions, mais on n'a pas besoin du PLUI. Voilà. Donc si c'est un élément de blocage, arrêtons. Par contre, il faut qu'on parle surtout des enjeux, de l'ambition qu'on se donne et comment on donne envie après à tout le monde, aux habitants qui sont prêts. Les habitants sont prêts à venir sur ces questions-là parce qu'ils sentent les choses et ils sont en demande de réponse, ou en tout cas ils se questionnent. Et il faut qu'on ouvre aussi aux habitants. La démarche participative est essentielle sur ces enjeux et qu'on rende l'avenir désirable en fait. Voilà. On sait qu'il va être compliqué parce qu'on change de paradigme. On est dans une part d'inconnu. Donc forcément, ça nous bouscule, c'est inconfortable. On va devoir s'adapter. L'être humain s'est toujours adapté, sauf que là, ce qu'on sait, c'est que l'issue, elle peut être fatale à l'humanité, parce que la Terre, elle sera toujours là après. Par contre, nous, c'est comment, en effet, on arrive à réagir, à s'adapter et à rendre les choses quand même désirables. Voilà. Mais c'est vrai que ça bouscule énormément le rôle de l'élu, peut-être local aussi. La manière de travailler entre les différentes échelles, jusqu'à présent, on n'en avait pas tellement besoin. Enfin, les échelles, une interco ou un maire n'avait pas tellement besoin finalement de travailler avec. Et cette sobriété foncière, ce nouveau paradigme, cette transition écologique et donc sobriété foncière nous force à travailler en coopération. Et les institutions actuelles sont quand même pas tout à fait. Mais je crois, oui, mais bien sûr. Et donc c'est vrai que c'est un bouleversement. Il faut aussi transformer ça, non? Je crois. C'est un changement de culture. De culture. Ouais. Et ça, c'est la clé. C'est qu'il faut qu'on ait conscience que nous ne pourrons plus faire comme nous faisions avant. Et ça passe à tous les niveaux. J'espère que nous allons prendre conscience le plus rapidement possible qu'il faut laisser tomber cette société de l'avoir et remettre la notion de l'être au cœur des éléments. Parce que le reste, ce ne sont que des outils dans notre manière de vivre, de se loger, mais fondamentalement, là, je crois qu'en effet, on est en train de changer de culture et que face à ça,
quand on est déstabilisé, quand on est dans cette transition-là, on est bousculé, on peut avoir des réactions de conservatisme, un peu réactionnaire, et je crois qu'on les sent dans notre société aujourd'hui. Mais ça me semble normal et plutôt sain d'ailleurs. C'est un fonctionnement naturel. Mais il faut que nous arrivions à passer cela pour repenser l'essentiel. Et c'est ambitieux, c'est vertigineux même, mais c'est indispensable si on veut continuer à parler d'avenir et à se projeter. Et là, il me semble que l'être humain a besoin de ça. Mmh. Et que la part sociologique, psychologique, au-delà des aspects techniques dont nous parlons depuis tout à l'heure, est aussi importante. Et que du coup, c'est une démarche globale et assez ambitieuse. Je reste assez optimiste. En tout cas, nous avons l'obligation de nous donner les moyens. Voilà. Après, les résultats, ça dépendra en effet de le rapport au temps, aussi du coup le temps long, est fondamental, quoi. On est sur du temps long, quoi. Et en même temps, nous, les mandats d'élus, c'est du temps court. Bien sûr. Donc, faut arriver à faire les deux, quoi. Simplement, pour revenir un tout petit peu aux aspects techniques, c'est quoi la suite, en tout cas, pour 2024? Enfin, la suite de territoire pilote de sobriété foncière sur l'agglomération de Sète, là, dans les prochains mois? Alors, territoire de sobriété foncière, du coup, continue à exister aujourd'hui par le travail qu'on est en train de faire sur 2 sites de manière opérationnelle, enfin pré-opérationnelle, j'ai envie de dire aujourd'hui. Mais finalement, rapidement, il va se fondre dans un ensemble plus large. Et j'en discutais justement ce matin avec les présents. C'est comment on va arriver finalement moi, je souhaiterais mettre en place une dynamique collective là. Pour travailler sur la convergence de tous les enjeux, sobriété foncière, ZAN, retrait de trait de côte, projet finalement de territoire, et avoir une communauté de travail qui s'empare de tous ces sujets et qui puisse avancer. Donc c'est ça un peu l'ambition. Donc je sais pas si je réponds clairement à votre. Bien sûr. Mais et qu'est-ce que vous diriez enfin en tout cas si vous aviez des conseils en tout cas des retours d'expérience à donner pour essayer d'embarquer un petit peu tout le monde au-delà des lauréats de territoire pilote de sobriété foncière, ce serait quoi? Ce serait de rentrer dans ces espaces de dialogue en fait et de rencontre qui me semblent indispensables. Nous devons là réfléchir ensemble sur tous ces enjeux. Alors ça peut passer par TPSF, ça peut passer par d'autres dynamiques, mais ces espaces en fait justement de relais. Vous avez abordé tout à l'heure la question en effet du rôle de l'élu là peut-être qui est en train de bouger. Oui, je crois, et le lien avec le national est indispensable. Et nos enjeux locaux finalement ils font écho à des sujets nationaux, donc il faut que ces espaces justement de rencontre, de dialogue, d'échange perdurent, soit même peut-être musclés dans l'avenir, qui soient de plus en plus fréquents et qu'ils soient permanents. Et finalement, c'est l'affaire de toutes et tous, c'est-à-dire que là, dans un rassemblement comme nous le vivons aujourd'hui, c'est finalement une dynamique nationale à travers 7 territoires de TPSF qui étaient engagés, qui permet de faire émerger les sujets dont nous discutons depuis tout à l'heure. Et nous, après, à notre échelle, c'est d'être le relais plus localement. Et il faut que les maillons de la chaîne, en fait, soient vraiment réunis pour que on puisse tirer tous ensemble dans le même sens, quoi. Du coup, je ne résiste pas à la question qui est quid de la décentralisation, parce que ça percute aussi finalement le schéma tel qu'il a été pensé certainement de la décentralisation. On parle de les rôles vont être amenés à évoluer, les institutions certainement vont Est-ce que les compétences doivent être retravaillées des institutions? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Et quel est le rôle de l'État? Quel doit être le rôle de l'État dans tout ça? On parle beaucoup d'un État recentralisateur. C'est comme ça que les élus locaux le vivent. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Et je pense que c'est une erreur fondamentale. L'État, il doit être le garant à un moment donné des fondations de la Maison France. Et ensuite, les ouvriers qui construisent les murs, ce sont les élus des territoires, quoi. Et du coup, il faut que les fondations soient solides et que nous, on ait les moyens de bâtir de jolis murs pour que la maison traverse le temps, quoi. Donc complémentaire plutôt. Et donc complémentaire, absolument. Et ça, c'est ce qu'on retrouve justement dans ces espaces-là de rencontres que nous avons vécu à travers TPSF, mais qui malheureusement ne sont pas à l'image de ce qu'on a vécu de notre côté dans le détricotage un peu des possibilités, des marges de liberté que les élus locaux avaient, quoi. Donc que ce soit sur la question de la taxe d'habitation, sur la partie financière. Et d'ailleurs, je pense que, pour en revenir au sujet de sobriété foncière et d'aménagement, si on revoit pas aussi ce logiciel
de financement des villes, on va pas y arriver. Bien sûr. On va pas y arriver. Oui. Et donc la question de la solidarité et comment, à partir de l'existant, on repense les différentes échelles, c'est indispensable. Merci beaucoup pour ce temps consacré. Avec plaisir. C'était passionnant. Pour retrouver toutes les informations utiles concernant le programme Territoire pilote de sobriété foncière, rendez-vous sur le site du PUCA, PUCA, urbanisme-puca.gouv.fr.